on a 20 minutes déjà. Donc je me dis 21h30 la fin du film. Et ensuite on fait un débat d'une heure environ. Et je vous propose qu'à 22h30, on rentre de la salle. Parce que sinon ça fait des frais supplémentaires. Donc, oui, ça j'ai mis dans le micro. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier. Déjà, vous êtes déplacés ce soir, un soir d'hiver. Enfin, pas encore en hiver, mais presque. Et venir parler laïcité un soir d'hiver, ça dénote à mes yeux votre implication dans les valeurs de cette loi. Alors, pourquoi parler laïcité en 2017 ? D'abord, je pense que c'est pour se rappeler que jamais rien n'est acquis dans la vie. Et que si on ne fait rien, la loi risque de disparaître. Donc, à l'heure où la religion se mêle de politique, où le politique malmène la laïcité, quand les fondamentalistes veulent abattre la République de manière sanguinaire et cruelle, quand l'obscurantisme se développe, quand les modes de sociabilité religieuse prennent le pas sur les sociabilités sécularisées de nos sociétés contemporaines, alors il nous est insupportable de voir la paix, la démocratie, le vivre ensemble, la laïcité s'effriter lentement mais sûrement. À nous de rappeler à nos politiques, nos amis, nos voisins, que cette loi du 9 décembre 1905 a fait faire à la République française un grand pas pour que les croyants, les agnostiques, les athées puissent vivre ensemble en paix. Le principal problème des laïcs, bien que nous soyons une écrasante majorité en France à être attachés à cette loi, je pense que notre problème, c'est notre silence. Et notre silence est exploité par les fanatiques des diverses religions, par quelques politiques qui se permettent de mettre quelques coups de canif dans cette loi pour grappiller quelques voix. Je ferai un aparté sur les politiques, j'englobe tout le monde, mais cette semaine, par exemple, première action du maire de Auch, M. Lafrébande, c'est l'inauguration d'un square à laïcité. Donc je le connais un petit peu, je sais que c'est quelqu'un dans la même ligne que M. Montaugé, le sénateur. Je peux vous assurer qu'ils sont vraiment ancrés laïcs. Et autre manifestation, cette semaine, j'ai assisté à l'inauguration d'une fresque à Florence, où la nouvelle maire, Madame Denis, première chose qu'elle fait, elle inaugure une fresque laïcité. Et je vous invite à, si vous passez à Florence, à aller voir cette fresque, parce qu'elle est magnifique. Ici, nous avons Monsieur Mazzolini, là, qui est le conseiller régional, mais qui est le secrétaire général de la mairie de Florence également. Et je sais que avec Madame Denis, il partage les mêmes idées sur la laïcité. Il est là ce soir, donc il en témoigne. Si nous sommes ici ce soir, c'est pour le rappeler à tous ces gens qui veulent détruire cette loi qu'il n'est pas nécessaire de la mettre à jour en lui adjoignant certains qualificatifs comme laïcité ouverte, nouvelle, plurielle, moderne, positive, on entend tout. Il suffit d'appliquer strictement et fermement l'esprit des lois et la lettre de la loi de 1905. Ce soir, nous sommes un certain nombre d'horizons différents, mais sûrement tous attachés à cette valeur. Alors, deux mots sur le collectif laïque. C'est qui, c'est quoi? C'est d'abord un collectif informel. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de trésorier. Moi, je m'appelle Michel Soriano, je suis le maire d'une petite commune, la Serran, et je me considère uniquement comme un animateur de ce collectif, mais pas plus. Heureusement, je ne suis pas le seul. Suivant les années, 25 à 30 associations répondent à l'appel du 9 décembre, qui se fait cette année le 13
pour cause que toutes les salles de la ville d'Auch étaient occupées le 9. D'habitude, nous mettions les noms des associations participantes sur l'affiche. Cette année, il n'y a que la Libre Pensée, le Cercle Louise Michel, Mère 32, c'est les Républicains espagnols, les Francas, le syndicat FSU et le 122, qui est une association culturelle de l'Écourtour, qui ont répondu. Je n'oublie pas d'excuser Madame Leblanc, qui est la représentante d'un syndicat enseignant SNETAP FSU, qui est malheureusement hospitalisé. J'excuserai aussi la présidente de Mère 32, Tamara Guerrero, qui vient m'appeler il y a 2 heures là, pour me dire qu'elle a eu un souci de famille de dernière minute, et rien de grave, mais elle n'est pas là, mais je crois qu'elle est représentée par M. Dussol, qui est caché par là derrière, qui fait partie de Mère 32. Donc merci d'être tous là. Donc les autres ne nous ont pas abandonnés, hein, mais nous menons tous une vie trépidante et certains ont oublié de répondre. L'important, je crois, c'est d'être là ce soir pour en discuter. Pour ce soir, nous avons pensé vous faire découvrir un CD réalisé par la Libre Pensée 64 et Pyrénées-Atlantiques. La Libre Pensée 32 nous a proposé de faire intervenir M. Guéguin, ici présent, à qui je laisse le soin de se présenter. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Et un joyeux solstice d'hiver, puisque c'est le solstice d'hiver aujourd'hui. Et je suis content d'être parmi vous, à votre invitation. Je suis un voisin, puisque j'habite Toulouse. Je suis membre de la commission administrative nationale de la Fédération nationale de la libre pensée. Je suis le secrétaire général adjoint. Le secrétaire général étant David Gauzian, que l'on a l'occasion de voir ces temps-ci à la télévision, dans certains journaux, et aussi à la radio, puisque à nouveau la question de la croix de Ploërmel ou des crèches dans les bâtiments publics pose question à certains, plus que question même. Mais en tout cas, c'est un point de laïcité important sur la question de la neutralité de tout ce qui est bâtiment public et de tout ce qui représente l'État, aussi bien en termes de locaux que différents autres lieux comme les cimetières ou encore les monuments sur la place publique, ce qui est le cas de la croix de Ploërmel avec cette croix de plus de 7 mètres de haut qui pose problème puisqu'elle contrevient à l'article 28 de la loi de 1905. Je suis content de participer à une réunion de ce type parce qu'il y a plusieurs réunions comme ça qui s'organisent. J'étais à Montpellier il y a quelques jours pour une réunion similaire et qui permet de bien rappeler que la loi de 1905, elle est, parmi ses grands rédacteurs, il y a des libres penseurs, et Ferdinand Buisson, Aristide Briand, et qui se sont retrouvés avant que la loi de 1905 le projet soit discuté au Parlement. Ils se sont réunis au Grand Orient pour demander aux parlementaires de mettre d'urgence en débat la nécessaire loi de séparation des églises et de l'État. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, merci de votre accueil. 2007, donc il y a 10 ans, et à mes yeux, il n'a pas pris une ride, malheureusement. Donc, je vais donner la parole à M. Guéguin, mais je vais lui dire de faire recours, parce que ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde puisse donner son opinion, parce qu'ici, personne ne détient la vérité, pas plus moi que vous ou que n'importe qui. Et donc, je pense justement, toutes nos idées, toutes nos réflexions nous rapprocheront de la vérité, peut-être, s'il y en a une. Et je te laisse la parole. Oui, je pense que ce film qui date d'il y a 10 ans pose bien les problèmes. On a aujourd'hui encore ce que disait Michel tout à l'heure, je veux dire la volonté de remettre en cause la loi de 1905, qui, bien qu'elle ne cite pas une seule fois le terme de laïcité, est le cadre qui permet à la laïcité d'exister. Et donc qui permet à chacun de croire en ce qu'il veut, mais à condition que ce soit dans la sphère privée,
et d'avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs au niveau de la sphère publique. Donc ça c'est aujourd'hui, par exemple, je disais, le site Boulevard Voltaire qui porte mal son nom, puisque c'est le site qu'avait créé Ménard, et qui publie un article en disant la loi de 1905, oui, mais pas comme le voit la libre pensée, il faut remettre en place un concordat. Donc on a le danger, il est là aujourd'hui pour nous, pour la République, c'est que bien, quand il y a eu l'Union sacrée en 1914, l'Église a repris du poil de la bête, et pour service rendu, elle a eu sa récompense en 24 avec une remise en cause de certains aspects de la loi de 1905, et puis elle a repris donc sa pleine place dans les départements reconquis, hein, donc Alsace, Moselle, Lorraine. Et on a toujours aujourd'hui ce concordat d'exception, et c'est à partir de cette situation que certains aujourd'hui, aussi bien à droite qu'à gauche, je pense à Manuel Valls ou Caroline Fourest, je veux dire, font feu de tout bois pour dire qu'il faut revoir la question telle qu'elle est posée par la loi de 1905, parce qu'il y a l'islam, etc. Et donc il faut mettre en place un concordat. Je rappelle qu'en 1905, il y avait 10 millions de musulmans dans les colonies. Et les oulémas d'Algérie réclamaient l'application de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Je vous engage à me dire déjà qu'est-ce que vous pensez de ce film. Ah ben voilà. Donc, s'il y en a qui veulent donner leurs impressions sur ce film, allez, un petit courageux. C'est vrai que moi, ce qui m'a surpris, c'est votre silence. J'ai été surpris parce que d'habitude, il y a toujours des gens qui papotent. Et là, vous étiez tous attentifs. Et donc, j'en ai déduit que ce film avait attiré votre attention. Et c'est vrai qu'il y a cette musique douce derrière qui fait qu'on ne peut pas trop parler parce que sinon, on couperait le son. Voilà. Allez. Monsieur Allevier. Après, je vous le passe. Bien sûr, je vous le passe à vous. Sur la laïcité, moi, il y a quelque chose qui me revient souvent à l'idée, c'est que si on a une relative paix en France, par exemple, en fait, c'est parce que la laïcité, c'est un acquis qui permet d'éviter tout ce qui peut être conflit qu'on voit ailleurs. En fait, c'est un acquis, je pense, que tout le monde qui est passé aujourd'hui, qui est acquis, enfin, surtout quand je fais référence à ce que les plus anciens d'entre nous ont connu, quoi, à l'époque où la religion avait la même place qu'aujourd'hui voudraient qu'aujourd'hui tiennent d'autres religions. Parce qu'on a connu les plus anciens, les voiles, tout ce qu'on voudra, enfin, enfants de cœur, tout ça. Enfin, aujourd'hui, c'est dépassé, heureusement. Et là, le deuxième point, c'est par rapport à l'instruction. Ce qui nous a permis de nous émanciper, enfin, moi je pense, par exemple, quand je pense à mon instituteur, qui était un instituteur laïque, et qui nous a permis, enfant de cœur, de dépasser justement l'influence de la société, de la religion, de la famille, surtout aussi, c'est l'instruction, l'école laïque et l'instruction. Et aujourd'hui, tout ce qui va dans le sens de l'appauvrissement, et en particulier quand on voit les récentes mesures politiques où on veut rendre moins importantes les coefficients dans des matières moins importantes, je suppose que ça va être l'histoire ou des choses comme ça, ou la philosophie ou tout ce qui peut permettre de rendre les citoyens indépendants et de les aider à s'émanciper, ben je pense que c'est un point qui est très grave, qu'il ne faut pas accepter. Moi, je découvre ce film, je ne connaissais pas du tout. Il y a des jeunes qui interviennent, ça m'a interpellé. Et oui, et moi, ce qui serait formidable, c'est que ce film soit montré dans les lycées, par exemple. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Comment on peut faire passer ce film? Comment on peut permettre de toucher la jeunesse en particulier?
Je peux répondre, peut-être. Sur la question de l'instruction publique, alors effectivement, j'ai parlé du concordat d'Alsace-Moselle. L'autre aspect qui est une brèche ouverte et qui peut permettre de mettre à bas la laïcité, puisqu'on pense souvent évidemment à l'école en termes de laïcité, c'est la loi de Bray de 1959. Donc il faut bien penser à une chose, c'est que quand Napoléon III s'est installé au pouvoir, les républicains qui étaient réfugiés en Suisse, et notamment Edgar Quinet et Ferdinand Buisson, ont réfléchi. Ferdinand Buisson était bien plus jeune qu'Edgar Quinet, mais ils ont discuté longuement ensemble. Et après, on va retrouver donc Ferdinand Buisson dans le ministère Jules Ferry, et ça va être vraiment le principal orfèvre de la mise en place de l'instruction publique, laïque, gratuite et obligatoire. Donc quand ils discutent tous les deux en Suisse, à la période de leur exil, ils se posent la question, comment se fait-il que la République, à chaque fois, est mise à bas par les réactionnaires, par les royalistes, et que la restauration se met en place. Et Edgar Quinet développe en disant, mais le problème, c'est que pour l'instant, la République est une coquille vide. Et pour que la République puisse tenir, il faut former des républicains. Et donc, à partir de là, il développe toute la réflexion sur la nécessaire instruction publique, sur l'école, etc. Et donc, quand on va se retrouver sous la Troisième République, il y a toute une série de lois qui sont des grandes lois de liberté qui vont voir le jour, et l'école publique va se mettre en place, et donc on va se retrouver avec toute une génération qui a été formée à la République, et qui va pouvoir s'exprimer dans la période du début du XXe siècle, et donc qui va permettre d'aboutir à la loi de séparation des églises et de l'État, parce qu'en quelque sorte, l'opinion publique est prête à accepter la séparation. Et cette évolution, c'est ce qui fait que la loi de 1905 est une loi de liberté fondamentale et une loi républicaine fondamentale qu'il nous faut préserver. Comme disait Michel tout à l'heure, rien n'est jamais acquis. Il faut se battre en permanence pour préserver la laïcité, pour préserver la loi de 1905. Et après, on a vu donc, au niveau de l'instruction publique, au lendemain de la Libération, eh bien, dès 1905, et au lendemain du référendum qui a vu De Gaulle s'installer au pouvoir, donc dès 1959, devrait mettre comme première mesure l'ouverture de l'enseignement aux établissements privés. Et donc aujourd'hui, on considère que la loi de Bray, qui avait soulevé un tollé général, l'opposition, qui avait abouti au serment de Vincennes avec 300 000 manifestants, plus d'1 million de signatures sur la pétition nationale, et bien tout cela a été malheureusement abandonné, et aujourd'hui il n'en reste pas moins que la revendication première, c'est ce qu'on avance nous comme organisation, c'est la nécessaire abrogation de la loi de Bray, qui est la mère de toutes les lois qui ont suivi par la suite, et qui petit à petit ont grignoté l'enseignement public pour en faire aujourd'hui quelque chose qui n'a plus rien à voir malheureusement avec ce qui était à l'origine. Concernant donc après l'instruction publique, la question de diffuser ce film dans les établissements scolaires, je pense qu'effectivement ça serait intéressant, ça implique d'avoir des liens avec le conseil départemental partout pour discuter de la possibilité, soit avec la Ligue de l'enseignement, par exemple, diffuser ce film. Et je pense que cela, par exemple, en Haute-Garonne, je pense que la volonté du département d'affirmer la laïcité est réelle. Et donc, ça me donne l'idée, effectivement, de proposer la diffusion de ce film, serait une bonne chose. On peut le faire un peu. Oui, je vais vous donner un exemple. Je fais partie de la réserve citoyenne. Et je suis là pour vous expliquer la laïcité aux enfants de classe de primaire ou secondaire. Cette année, personne ne m'a appelé. Et d'habitude, j'interviens 1-2 fois par an pour dire l'intérêt de la laïcité dans nos écoles. Oui, j'allais dire à peu près la même chose. Il existe quand même une formation à la citoyenneté dans tous les collèges, dans tous les lycées. Il existe une réserve citoyenne qui a été créée il y a plusieurs années, hein, et c'est vrai qu'on est un certain nombre
dans cette salle sans doute aussi à faire partie de cette réserve citoyenne. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de l'entrisme. Ça, c'est clair. Donc, il faut qu'on soit sollicité. Moi, j'ai été sollicité 2 fois l'année dernière, et les 2 fois, l'intervention a été reportée puis annulée. Voilà. Cette année, on m'a contacté 1 fois, et j'attends. Ce qui m'a intéressé dans le film, c'est le fait de voir à l'image, alors ça ne veut pas dire que c'est une généralité, un certain nombre de jeunes qui me semblaient avoir une position assez intéressante et pas clivante. Parce que le problème, c'est de ne pas cliver. On peut affirmer sa liberté, on peut affirmer que les autres ont une liberté, pas pour autant qu'il faut cliver. C'est toujours ça le... Et est-ce que vous êtes au courant ou est-ce que vous avez suivi, c'était du temps de Najat, je crois, de Vallaud-Belkacem, il y avait eu des débuts de discussion pour que en Alsace, Lorraine, les écoles publiques aient un droit supérieur aux écoles privées. Je ne sais pas où ça en est, ça, si ça a été gentiment enterré, mais ça avait commencé au niveau des discussions, ça avait assez bien avancé, mais je ne sais pas ce que c'est devenu. Oui. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont les aides financières pour les établissements privés? Vous voyez ma question? Les aides financières, c'est on a calculé que les fonds accordés aux écoles privées se montent à plus de 10 milliards d'euros par an. Donc on voit comment aujourd'hui le subventionnement de l'école privée grâce à la loi Debré en particulier qui a ouvert les missions de service public à l'école privée ont permis à une école qui était bien mal en point, qui s'était bien portée sous Pétain, mais qui était bien mal en point à la Libération, qui avait perdu un pourcentage considérable de ses effectifs, et bien leur a permis de reprendre pignon sur rue et donc de privilégier à nouveau ce secteur que l'Église considère comme un de ses droits fondamentaux, comme celui de la santé. Donc là, plus de 10 milliards par an d'euros accordés est certainement assez en dessous de la réalité. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a pu recenser au niveau des aides données aussi bien par les subventions d'État que par les aides dans les différents départements ou régions. Tout cela fait qu'aujourd'hui, on peut légitimement se poser la question, est-ce que tout cet argent qui est donné à un enseignement qui est quand même à 98% catholique, qui garde tout de même comme prérogative le fait que la foi doit être présente dans ces établissements-là, et donc doit guider l'esprit du corps enseignant, quelque part, bien qu'ils s'en défendent en disant qu'ils appliquent les programmes au même titre que l'enseignement public, et bien toute cette aide pose sérieusement le problème de la façon suivante, c'est est-ce que ce cheval de Troie qui a été la loi Debré n'aboutit pas en ce moment à un éclatement de l'enseignement public et redonne à nouveau une prérogative à l'enseignement privé, en particulier catholique. C'est cela qu'il faut mettre sur la place publique. Là, quand on pense à ce que se représente en poste d'enseignant 10 milliards d'euros par an, on comprend bien qu'on pourrait résoudre pas mal de problèmes au niveau de la qualité de l'enseignement public. L'autre aspect, c'est la formation des enseignants. La formation des enseignants, aujourd'hui, on parle de la compenser. Le ministre de l'Éducation, on aimerait bien d'ailleurs revenir au terme ministère de l'Instruction publique plutôt que le ministère de l'Éducation. L'éducation relevant plutôt de la sphère privée. Le ministre de l'Éducation nationale parle de mettre en place dans les établissements des experts de la laïcité, côté sur une forme de loi, parce que c'est la formation qu'il faut reprendre, c'est la formation qui permet aux maîtres aux enseignants d'être des vecteurs de la laïcité dans leur métier. Moi j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps le texte c'est sous forme de poème, c'est tout un cahier, il y a 2 cahiers, d'une institutrice en Ariège du début du XXe siècle,
où elle écrit sa mission quand elle arrive dans les montagnes ariégeoises et qu'elle se heurte à l'hostilité du curé, des paysans dans cet Ariège profond. Elle a la laïcité chevillée au corps. Elle est en terre de mission quelque part, mais une mission laïque. Oui, je ne sais pas si vous le pouvez ou si quelqu'un peut le faire dans l'Assemblée. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est sur les 10 milliards dont vous parlez, comment c'est ventilé? Par exemple, est-ce que les enseignants du privé sont payés par l'État? Est-ce que ce sont des investissements dans les bâtiments? Vous voyez, si on pouvait aller un peu plus loin, ou une autre fois, mais qu'on le sache avec précision. Je crois que c'est une subvention par élève. Oui, là, je crois que c'est une subvention par élève. Moi, ce que j'aimerais, c'est pas qu'on me dise ce soir, puisque normalement on est avec des spécialistes, c'est pas me dire, je crois, j'aimerais repartir ici ce soir avec une certitude en me disant, oui, c'est éventuellement, je me pose la question, il ne faut pas mélanger entre ce que donnent les collectivités locales, où c'est temps par élève, et ce que donnerait l'État. Et moi, je ne le sais pas, c'est pour ça que j'aimerais en savoir un peu plus. On a publié, je ne sais pas si vous l'avez sur la table, là, mais on a publié un livre noir sur le financement de l'enseignement privé. Donc ça c'est disponible. Vous avez aussi ce livre qu'on a édité, La loi de règles contre l'école laïque, où vous avez la différente ventilation, les différents chiffres. Celui-là il date de 2012, mais je veux dire, les proportions ne changent pas. Oui, mais par exemple, est-ce que quelqu'un dans la salle... Je peux essayer. Ah, pardon. Je peux essayer, hein. Mais disons que les 10 milliards se répartissent entre les collectivités qu'on appelle territoriales, depuis la décentralisation et l'État. C'est-à-dire il y a la rémunération des enseignants, il y a les budgets de fonctionnement, qui sont, quand c'est les collèges par exemple, c'est les conseils généraux maintenant départementaux, quand c'est les lycées, c'est les conseils régionaux, quand c'est les universités, ce sont les conseils d'université, mais il y a donc un financement qui est selon des barèmes, c'est-à-dire c'est au niveau des rectorats, par exemple, on établit des règles très précises en application des lois. Il y a un budget qui est réparti, qu'ils appellent ça de manière équitable, entre le privé et le public au prorata des effectifs. Par contre, dans ces 10 milliards, n'incluent pas, autant que je sache, un détournement énorme de fonds publics par le biais de la taxe d'apprentissage, qui sont des budgets, parce que là on parle, les 10 milliards, c'est des budgets de fonctionnement. Fonctionnement, c'est-à-dire fonctionnement matériel des établissements et rémunération des personnels enseignants, mais il y a également, par le biais de la taxe d'apprentissage, des versements qui sont à disposition des chefs d'entreprise, mais ça peut être aussi des artisans, etc., ils ont obligation de reverser la taxe d'apprentissage, mais au lieu de le reverser directement à l'État, ils ont le droit de l'affecter à la formation professionnelle alors il y a des règles à respecter. Et c'est ça qui a permis, notamment à l'enseignement privé technique, de moderniser leurs équipements. Moi, je suis retraité, mais j'étais intendant agent comptable de l'éducation nationale. Je peux vous dire que, et par ailleurs, militant syndicaliste, je veux dire qu'on s'est battu même au niveau des rectorats, parce que c'était inadmissible. On voyait, nous, on était privés. Je dis nous, excusez-moi, mais c'est l'enseignement public, c'est-à-dire les établissements d'enseignement, collèges et lycées, il fallait se bagarrer pour obtenir des fonds, justifier, etc. Or, on voyait les établissements à côté, moi je sais que c'est toute la région parisienne, et on voyait les établissements qui devenaient florissants au fur et à mesure par cette taxe d'apprentissage sur lequel, y compris les pouvoirs publics, n'avaient pas de maîtrise. Oui, c'est les autres cas qui font. Voilà. Donc ça c'est très difficile à quantifier. Ça serait très intéressant de pouvoir le faire. Voilà, c'est ma maigre contribution. Alors, excusez-moi, j'y reviens, vous avez peut-être répondu, mais je ne le sens pas de façon affirmative.
est-ce que ça signifie que tous les enseignants des établissements privés sont payés par l'État? Voilà, si quelqu'un peut me répondre à cette question. Oui, ceux qui sont pas sous contrat, qui sont une extrême minorité, qui sont 0, et quelques pourcents, parmi les établissements d'enseignement privés. S'ils étaient moins bien payés. Ceux qui ont signé un contrat de l'État. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé ce documentaire remarquable. En tous les cas, les collègues des Pyrénées-Atlantiques, ils ont fait un truc magnifique. Pour rebondir sur l'importance de sensibiliser dès le plus jeune âge les concitoyens à cette notion de laïcité, et surtout veiller à ce que ce soit vraiment véhiculé dès le plus jeune âge, je fais un petit témoignage. J'étais en vacances cet été en Belgique, non loin d'une ville qui s'appelle Rennes. Une ville doit être, je la situerai dans la taille de Auch, grosso modo, certainement 20 ou 25 000 habitants. Une ancienne cité ouvrière où il y a beaucoup de personnes immigrées. Et le soir, lorsque je regardais les actualités à la télé, donc je regardais l'RTBF, puisque c'est la télé francophone, bien que j'étais à côté en Flandre, il y a 2 chaînes nationales, RTBF 1 et la 2, et à plusieurs reprises, donc c'est arrivé à plusieurs reprises, le soir, donc un JT national, il soulevait le problème qu'ils avaient rencontré dans plusieurs écoles maternelles de Rennes, d'enfants qu'ils qualifiaient de musulmans, mais c'est des enfants entre 3 et 6 ans, hein, donc dans ces écoles, de violences faites aux filles par ces enfants, par rapport certainement à l'influence qu'ils avaient dans leur famille d'une certaine forme d'application de la religion ou des choses comme ça. Et quand il y avait des journalistes qui posaient des questions à des personnes du corps enseignant, quelle solution? Puisque là, ils en étaient un constat grave. Et quelle solution? Et là, ils disaient qu'ils avaient très peu de solutions, si ce n'est parfois de convoquer les parents, mais qui ne venaient pas, ou s'ils venaient, c'était pour faire de la propagande, ou alors sensibiliser les enfants. Et là, ils disaient qu'ils avaient très peu de choses, ils n'avaient pas de possibilité matérielle de sensibiliser les enfants sur une quelconque tolérance. Moi, je suppose que la Belgique n'est pas un pays laïque. Je n'ai pas la certitude. Je peux te parler de la Belgique, puisque je monte chaque année en Belgique, et j'ai des amis, et encore il y a 15 jours, j'étais en Belgique, et donc j'y vais pour faire la fête. Et on fait la fête, tu sais où? Dans les maisons de la laïcité. Les maisons de la laïcité sont souvent les anciennes mairies, et qui sont où ils ont regroupé les communes, et les anciennes mairies sont maisons de laïcité. Alors ici il fait tout, on peut passer un film, ça fait des booms pour les jeunes, et il y a une culture laïque assez importante. Tout à l'heure il disait que 10% en Belgique, des impôts repartaient aux laïcs, et que 80% repartaient à l'église catholique, et qu'ils pensaient qu'ils trichaient beaucoup. Moi j'ai l'impression aussi, hein, parce que moi, quand j'y vais, je côtoie que des laïcs, donc j'ai l'impression qu'ils sont nombreux, mais eux, c'est une laïcité de combat. Ils nous le disent. Vous êtes gavés, vous ne battez pas. Et moi, si je suis laïque combattant, c'est eux. J'ai monté une maison de laïcité sur ma commune, 400 habitants, je crois que c'est la seule du Gers, ça n'existe pas. C'est eux qui m'ont fait penser à ça. Et c'est eux, moi je suis rentré dans ce combat laïque grâce aux Belges. Je leur dis souvent, grâce à vous ou à cause de vous, pour les brancher. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as eu des contacts avec la Belgique, toi? Non, pas personnellement, mais ouais. Moi je pense que on n'est pas, comme individu, il n'y a pas d'individu laïque. Il y a des militants laïcs, oui, qui combattent donc pour la laïcité, mais un individu laïque, ça n'existe pas. Je veux dire, ce qui est laïque, ce sont les institutions, c'est le cadre qui est mis en place,
et qui permet à chacun d'entre nous de, comme ça a été dit, de vivre sa spiritualité tout en étant un citoyen à part égale, quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance du reste. Et donc d'être, que l'on soit libre penseur, que l'on soit croyant, exactement au même niveau. Donc c'est ça qu'il faut nous attacher à préserver. C'est la... On parlait de particularité française, il n'y a pas de particularité française. La situation en France a fait qu'on en est là. Si on prend les États-Unis, par exemple, les États-Unis nous ont précédés en 1776 avec la déclaration d'indépendance, dans laquelle il est dit que le seul gouvernement valable est celui qui a l'assentiment des citoyens. Donc c'est déjà le début de ce que l'on va avoir en 1793 dans la Constitution de l'an 1, qui ne sera jamais appliquée, mais qui dit que le droit de se révolter est le droit le plus élémentaire et fondamental du peuple, si le gouvernement enfreint ses aspirations. Donc c'est ce mouvement-là qui va conduire petit à petit à la conception de la laïcité, de la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Et c'est, en France, il y a une particularité, c'est que depuis Clovis, l'Église catholique a dominé la politique et le pouvoir ici, et que la volonté de s'en débarrasser s'est manifestée à plusieurs reprises, comme le disait Scott tout à l'heure, mais qu'on en est arrivé à la fois au moment de la Révolution française et puis au moment de la Commune de Paris, à affirmer cette séparation des Églises et de l'État, et qu'elle ne s'est concrétisée réellement qu'en 1905 pour, je veux dire, comme expression réelle de ce qui avait été amorcé avec les Lumières. Donc les États-Unis ont une nuance. Je dis ça, je parle des États-Unis parce que chaque pays a sa particularité. Rien ne peut être appliqué, mais la laïcité est une valeur universaliste. Donc, mais elle se développe comme, en fonction des particularités de l'histoire nationale. Aux États-Unis, il y a une autre particularité, c'est que vous aviez au début la devise qui était Exploribus Unus, de plusieurs un seul, qui était l'expression d'idées rousseauistes du souverain. Et puis c'est devenu maintenant une God We Trust, depuis le maccarthyisme que vous retrouvez sur les billets. Ce poids du religieux aux États-Unis, malgré la volonté de séparation des églises et de l'État, elle a cette difficulté particulière qui fait que les militants laïcs là-bas sont tout le temps sur la brèche, eux aussi, mais d'une autre façon. C'est que ceux qui ont fui, ceux qui se sont réfugiés aux États-Unis, c'était des minorités religieuses qui fuyaient les persécutions de l'Église dominante. Et qu'il y a ça ressurgit sans arrêt, on le voit de façon constante. Voilà ce que je voulais dire sur ces particularités qu'il peut y avoir. Tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai mis en cause les politiques. Et il se trouve qu'ici, nous avons un conseiller régional et qui est ariégeois. D'ailleurs, quand tu as parlé tout à l'heure de l'institutrice ariégeoise, de suite, il a quillé le nez. Oui, alors, je suis de la Ligue de l'enseignement, donc ça ne va pas vous étonner que je puisse parler comme ça. Moi, ce qui me gêne quand même, depuis plusieurs années, c'est que chacun a sa petite laïcité qui lui convient bien, et que rien ne permet de les empêcher de parler. Alors, je me mets à la place des gens qui écoutent. Hein, il l'a rappelé tout à l'heure, notre ami Michel, mais il y en a un, il voudrait une laïcité moderne. L'autre, il voudrait une laïcité plus productive. Le dernier, il voudrait encore autre chose. Moi, ce qui m'embête le plus, et ça, j'ai fait des bons sur mon siège quand je l'ai entendu, c'est que la mère Le Pen, elle est pu nous parler de laïcité quand même. Ça, quand même, là, ça me reste quand même en travers de la gorge. C'est à peu près comme si Pétain nous avait fait des leçons de laïcité pendant la guerre. Tu peux nous dire deux mots, peut-être, laïcité et Front National? Je pensais exactement ça, juste au moment où vous avez pris la parole. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que par exemple l'Église a changé son fusil d'épaule, si j'ose dire. Elle dit c'est nous qui avons inventé le concept de laïcité avec rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est quand même fantastique aussi. Pétain, peut-être aujourd'hui, dirait qu'il est pour la laïcité. C'est une conception
qu'il développe, qui est évidemment un détournement complet de ce qu'est la laïcité. Moi, je pense que c'est fondamentalement la discussion d'Edgar Quinet et de Ferdinand Buisson qui est toujours d'actualité. C'est une question de République. C'est quelle est la République que nous voulons. Ce que voulaient Edgar Quinet et Ferdinand Buisson, c'était poser les jalons qui permettraient d'aller vers la République sociale, cette République sociale qui n'est pas un idéal figé, mais qui est une République de mouvement, faite de mouvement. Et la laïcité permet ce mouvement. La laïcité, elle est le cadre institutionnel qui permet de mettre en place quelque chose qui fait que le citoyen est vraiment un élément du souverain et qu'il est partie prenante de la vie de la cité. Donc ça, c'est notre conception, c'est certainement pas celle ici, j'en suis convaincu, de nous tous, c'est pas la conception d'une Marine Le Pen, c'est pas la conception d'un Ménard, c'est pas la conception d'un Manuel Valls non plus, et c'est face à cela que nous sommes confrontés aujourd'hui. Il nous faut vraiment, ces petites réunions qui se tiennent, etc., moi, à mon avis, ont cette importance-là, c'est d'avoir cet échange et de permettre de reprendre les fondamentaux en ce qui concerne la laïcité et la République. C'est-à-dire que nous ne sommes pas pour une République œcuménique avec des communautarismes qui seraient, je dirais, une reproduction du dimanche matin sur France 2. Et la laïcité, une énième religion. Je vais vous citer une anecdote qui s'est dit l'année dernière à Florence, justement, quand sur la réunion laïcité, on a invité l'archevêque M. Gardès, un homme très brillant d'ailleurs, l'imam de Bordeaux, l'église protestante, enfin peu importe. Et à un moment donné, M. Gardès, il a dit la loi de la laïcité, elle est très bien et on aurait dû aller encore plus loin. Alors, est-ce qu'il le pensait vraiment ou est-ce que c'était pour faire plaisir à l'assistance? J'ai pas osé lui poser la question. Il y a par exemple, j'évoquais tout à l'heure la croix de Ploërmel, les crèches de Noël dans les hôtels de ville, qui sont le fait généralement d'identitaires, de Vauquier, à Ménard. C'est une instrumentalisation politique. La conférence des évêques de France a fait savoir qu'elle n'était pas demandeuse de crèches dans les bâtiments publics. Et on a assisté l'autre jour à un débat entre David Gozlan et puis un éditorialiste du Pèlerin. Ils étaient sur la même longueur d'onde sur cette question-là. Tant mieux, parce qu'ils voient aussi à quel danger ça peut les amener si l'instrumentalisation politique va trop loin. À Balma, à côté de Toulouse, l'année dernière, j'ai été alerté là, au niveau de la libre pensée par des conseillers municipaux de l'opposition. Le maire a voulu faire son petit Vauquier, et donc il a mis une crèche géante avec une exposition complètement ringarde sur l'histoire des crèches, pour dire que c'était culturel, pas cultuel. On est intervenu, le préfet a joué les Salomon, sans trop se mouiller, mais néanmoins il lui a fait quand même savoir que ça serait mieux qu'il ne prenne pas de risque et qu'il la mette ailleurs, il l'a mise ailleurs. Et là, visiblement, il ne remet pas ça cette année. Mais cette importance, cette question des crèches ou de la croix de 7 mètres de haut de Ploërmel, ça a une importance. Parce que si on ne fait pas respecter la loi de 1905 dans ses articles principaux par les élus de la République, ça ne va pas le faire. Donc on est obligé de passer par là. Et d'ailleurs c'est satisfaisant de voir que des citoyens un peu partout réagissent à chaque fois qu'il y a des atteintes à la loi de 1905. La loi de la croix de Ploërmel, qui fait donc... c'est pas le pape Jean-Paul II qui pose problème en définitive, c'est l'arche et la croix de 7 mètres et demi de haut. Cette statue, elle est quand même à l'initiative d'un individu qui était maire à l'époque, qui a été plongé dans le scandale de Delphes, et qui était de mèche avec Tsereteli, le sculpteur, qui est quand même un sacré malfrat en Russie. Quand vous regardez dans quoi il a été appliqué les transferts, trafic de métaux qu'il faisait pour ces statues colossales, on se dit que c'est une bande de mafieux qui s'est mis d'accord pour refaire cette provocation en Bretagne. Le Conseil d'État, la Cour de cassation ont émis des jugements de raison.
on peut s'en satisfaire. Sur la question des crèches, la plupart du temps aussi, c'est des jugements de raison, ou des avis de raison, des décrets de raison. Quand on voit ces jugements, on comprend que la loi de 1905 est une loi de concorde, et que le juge, aujourd'hui, dans la plupart des cas, nous donne raison, et c'est une bonne chose. Donc cette loi est là, et là, c'est une loi de concorde sociale. C'est une loi de concorde sociale. Quiconque y touche ou cherche à la dénaturer avec un adjectif, etc., en fera une loi de police, et la loi de 1905 est tout sauf une loi de police. Oui, s'il vous plaît. Alors moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que la laïcité est réellement en danger? Première question. Et parmi les ennemis de la laïcité, il me semble que vous avez évoqué assez clairement le Front National, et qu'à la limite, le fait qu'il emprunte le mot de laïcité, on peut se demander, même s'il est un peu détourné, si ce n'est pas quelque part une bonne chose. Ensuite, il me semble que vous avez évoqué, mais je me trompe peut-être, Valls, notre ancien Premier ministre, et également, et quelque part, un peu dans le film, et peut-être dans une ou deux interventions dans la salle, la religion musulmane. Alors, il me semble qu'il y en a trois dont on a un petit peu parlé, et est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois qu'il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais laisser une avant-dernière question, parce qu'après il faut revoir la salle. La question de ce soir, c'est la laïcité est-elle en danger? Est-ce que vous pensez que la loi de 1905 est suffisante? Vous avez dit que la laïcité est tout sauf une loi de police. Mais faut-il envisager, par exemple, un code de la laïcité qui réglementerait différents secteurs et qui éviterait une sorte d'anarchie juridique et juridictionnelle sur ce thème? Ou est-ce que ça serait déclencher des polémiques et des tensions dommageables? Par rapport à la question de ce soir, la laïcité est-elle en danger? Je pense qu'il faut revenir sur les débats de la loi de 1905, qui sont particulièrement intéressants. Il y avait les tenants d'une loi qui soit une loi de police, Maurice Allard, député du Var, qui était pour une loi de déchristianisation du pays. Le père Combe aussi, qui était sur une position de code, quelque part, de la laïcité. Les Jaurès, Briand, Ferdinand Buisson et d'autres, et les autres ont Pressensé, dont on parlait dans le film, je veux dire, se sont tenus à une loi qui soit une loi qui ménage en même temps l'Église, dans la mesure où tout est ramené à la question de la conscience et du droit d'exercer son culte, le culte de son choix, ou de ne pas croire. Cette loi, je pense, c'est un avis personnel, mais je pense que cette loi, telle qu'elle a été conçue, elle était particulièrement bien réfléchie. C'est une loi qui est toujours, comme le disait Christian Echen, c'est pas parce qu'une loi est ancienne, qu'elle a un siècle, ou qu'elle est obsolète. Au contraire, je pense que c'est une loi éminemment progressiste. Donc on doit réfléchir à cette question. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux rétablir dans la loi de 1905 ce qui a été enlevé par exemple par Pétain, remettre en vigueur les aspects qui concernent les congrégations. Les congrégations qui ont repris droit de cité à la fin de la guerre, je veux dire, ont pris comme objectif de reconquérir le terrain, les domaines qui sont les leurs. On est obligé aujourd'hui de passer quelque part par une réflexion qui implique ce qu'ont fait nos aïeux, c'est avoir une conception qui soit audacieuse et qui reprenne ce concept de rupture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on met à bas le concordat, ça veut dire qu'on privatise. Et pour privatiser ce qui était public, les institutions religieuses étant publiques, pour le privatiser, il faut rompre. Et donc, loi de concorde, oui, mais loi de rupture aussi, loi d'audace. Donc, je pense que tous ceux qui aujourd'hui veulent remettre en cause la loi de 1905 de quelque façon que ça soit,
n'ont qu'un seul objectif, c'est à terme rétablir une forme de concordat. Manuel Valls l'a dit, il est pour une forme de concordat. Il pense que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de gérer ce qui pour lui est facteur de désordre, suivez mon regard, la religion musulmane. Donc c'est cet aspect qui aboutit en définitive à viser une partie de la population parce qu'elle appartient à une communauté religieuse est complètement contraire à l'esprit de la loi de 1905 et à son esprit de concorde dans la société. Voilà, une dernière prise de parole, mais c'est bien si M. Laporte, le livre passé 32. Oui, non, j'ai pas besoin d'un micro, je préfère. Non, juste, je pense quand même, au-delà des débats d'idées, parce qu'il y a quand même, je pense, beaucoup qui utilisent le terme de laïcité comme un cheval de Troie pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec la laïcité institutionnelle, c'est-à-dire la neutralité de l'État, des institutions de l'État, des institutions publiques, de la sphère publique. Mais moi, pour moi, en tous les cas, ce qui compte, c'est ce qui est à notre portée. C'est-à-dire, c'est défendre la laïcité ici et maintenant. Moi, je prends quelques exemples, tout récents. Ça, je crois que c'est tombé aujourd'hui ou hier. Je lis Sainte-Barbe honorée à Miélan. Et je vois messe chantée et cérémonie, etc. C'est-à-dire que tous les pompiers étaient conviés à une messe au nom de la Sainte-Barbe. Mais enfin, que je sache, les pompiers, comme n'importe quel citoyen, ont le droit de croire ou de ne pas croire. En tant que citoyens, ils ont le droit d'aller à la messe ou de ne pas aller à la messe, mais qu'ils soient convoqués avec une cérémonie officielle, oui, on est sous pétain. On est sous pétain. Et ça, c'est dans un journal, ce n'est pas en cachette. Moi, je reprends la Sainte-Geneviève aussi, alors qui a été faite un peu plus en catimini. Alors peut-être Jean-Michel Dussol pourrait nous conter sous forme d'anecdote comme il aime bien le faire, mais l'an dernier, on était intervenu auprès du préfet au nom de la libre pensée du Gers, parce qu'il y avait une invitation officielle signée par le préfet, donc c'est une convocation, le préfet c'est un représentant de l'État dans le département, c'est lui-même le plus important, avec le commandant de la gendarmerie, commandant donc qui est invité à une messe officielle pour la Sainte-Geneviève. Alors ça c'est extrêmement... on veut nous faire croire, autant pour la Sainte-Barbe que pour la Sainte-Geneviève, que c'est une tradition, c'est pas vrai, c'est hérité, c'est depuis quelques décennies seulement que cela existe, et que donc là, je pense qu'il y a une tentative de reconquête, mais un peu par différents canaux, une tentative de reconquête et de remise en cause de la loi de 1905, qui est une loi de paix sociale par rapport aux différentes croyances, aux différents cultes. Donc je crois qu'on peut se battre là-dessus et intervenir concrètement par exemple, adresser une lettre tout à fait cordiale, non polie, disons, polie, par rapport, ça peut être, je ne sais pas moi, par rapport à Milan, par rapport à nous, on peut essayer de le faire en tant que libre pensée, mais ça serait encore mieux si on pouvait être regroupé, ça aurait plus d'efficacité. Alors, il y a aussi un projet, moi j'ai lu ça, mais peut-être Pierre, tu peux nous dire, j'ai vu passer ça sur Internet, je n'étais pas au courant, Toulouse Université, où il y a un projet d'installation d'une unité d'enseignement et de recherche du fait religieux, avec des diplômes qui seraient, avec des religieux qui seraient des personnalités religieuses qui présideraient, etc. Encore une fois, c'est une remise en cause de la laïcité. Alors, j'encourage, en tous les cas, pour ceux qui sont intéressés, la libre pensée sur le plan national est à l'initiative de la constitution d'une association nationale des élus locaux, amis de la libre pensée. Parce que les élus, c'est le socle de la République. C'est donc, ils sont, à quelque niveau qu'ils soient, je finis, ils sont le socle de la laïcité.
mais ils ont souvent besoin d'être mis au courant de toutes ces remises en cause de la laïcité institutionnelle par une multitude de petits faits par-ci, par-là, et surtout d'être au courant des moyens de lutter, souvent par des recours en tribunal administratif ou des lettres. Donc voilà, donc il y a ce bulletin qui est à disposition. Alors moi j'ai une imprimante exécrable, je vais l'imprimer, mais pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent laisser leurs coordonnées et je leur enverrai le lien pour qu'ils puissent l'imprimer de leur côté. Alors il y a autre chose, alors c'est peut-être anecdotique, je ne sais pas, on avait émis l'idée pour le 9 décembre, non pas 2018, on se laisse le temps, mais 2019, de faire un petit rassemblement festif à Lourdes. Hein? Mais on a un peu l'impression, nous, que Lourdes, bon, c'est pas la classe Moselle, mais quand même ici il passe des choses, il serait bon. Mais attention, sans provoque, je veux dire, on est des gens tout à fait polis, courtois, on respecte les soutanes de quelque couleur qu'elles soient, et les chapeaux de quelque couleur, ou les mitres, etc. De quelque forme qu'ils soient. Mais donc, je mets ça sur la table. Moi, je ne sais pas, Michel, on peut peut-être y réfléchir, pour essayer de faire un truc qui serait une sorte de rassemblement peut-être un peu régional, louer une salle, faire un truc, peut-être un banquet, avec un débat, comme ça s'est toujours fait depuis Napoléon III, puisqu'il nous interdisait les réunions. Je ne suis pas sûr que la mairie de Lourdes accepte facilement que des militants laïcs de différentes organisations, associations, etc., et sensibilités, veuillent bien se réunir pour rappeler que Lourdes fait partie de la République française et dépend également de cette fameuse loi de 1905. Voilà. J'invite alors il y a une table avec la librairie, il y a une librairie. Ceux qui veulent être au courant des communiqués de la libre pensée peuvent s'inscrire. Je m'excuse. Pour tourner la loi sur ce rassemblement de Lourdes, il faut le présenter comme un hommage à Zola. Il a écrit sur Lourdes quelque chose de merveilleux. Je ne suis pas étonné que Chapard propose cela, parce qu'il m'a proposé justement pour le 11 novembre 2018, on va faire sur la commune une journée pour la paix. Donc nous ne parlerons pas de guerre, nous allons l'inviter, il y aura des surprises, je vous le promets, parce que depuis qu'il vient à parler, ça gamberge, j'ai déjà plein d'idées et ça se monte tout doucement. Donc regardez sur vos journaux, vos affiches, 11 novembre 2018, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement, mais... Donc, je te laisse conclure. Je vais conclure sur les paroles de Jaurès, sur les mots de Jaurès qui disait, au moment de 1905 et de l'adoption de la loi de séparation, c'est la marche délibérée de l'esprit vers la pleine lumière, la pleine science et l'entière raison. Je pense que quand on regarde vraiment tous les débats de la loi de 1905, on s'aperçoit que ça a été un travail fabuleux qui a été fait par ces républicains qui voulaient vraiment avancer vers la République sociale. Merci à tous. Avant de partir, on va vous servir à boire là, pour nous rafraîchir le gosier.